Au fur et à mesure de mes discussions avec des gens, qu'on avait tendance à pas vraiment connaître les origines de ces images et les gens qui les faisaient surtout, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que c'est pas des générations spontanées, des formes qui arrivent comme ça et qui se foutent un peu partout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une histoire qui est très longue et surtout qui permettent à la fois de comprendre que ce sont des personnes qui font ça, des designers, des graphistes, et surtout que l'enjeu est extrêmement important puisque un logo, c'est représenter une marque dans le but de vendre quelque chose. Donc voilà. Là, pour cette conférence, ce qu'on va voir, c'est véritablement l'image, mais on va surtout travailler autour d'anecdotes, de retours historiques, quelque chose d'assez sympa, pas de lourdeur, pas de trucs trop techniques pour éviter, si vous voulez, de plonger dans cet univers-là de manière trop complexe. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Rapidement, moi je fais partie de l'atelier Spark. Qui est un atelier qu'on a monté il y a 3 ans avec des collègues, des amis. C'est là où je travaille et c'est là où je prépare aussi mes cours pour les étudiants qui sont présents ici. Donc on va démarrer. Alors, on va pas démarrer tout de suite par un logo, mais par quelque chose, par une image qu'on connaît surtout dans la région, qui est le blason de la région Midi-Pyrénées. C'est ce qu'on appelle de l'héraldique. Alors l'héraldique, c'est justement cette science du blason qui permet d'identifier des familles, des lieux, des corporations. Il faut savoir que le blason n'était pas réservé qu'à des familles nobles. C'était quelque chose qui était très libre dans l'identification des familles. Par exemple, le blason, donc la croix cléchée, identifiant l'Occitanie au départ, le comté de Toulouse par la suite, a des origines assez diverses, notamment des origines peut-être byzantines. Je dis peut-être parce qu'il y a 3-4 pistes en ce moment qui sont en débat chez les historiens, qui ne permettent pas de savoir exactement d'où vient la croix cléchée. C'est évident que ça remonte à très loin. Il faut savoir qu'ils sont à peu près d'accord sur une posture, ça n'est pas une croix religieuse au premier abord. Ça va un peu plus loin que ça, d'accord ? Donc voilà. Donc l'héraldique, c'est un début d'identification. C'est une marque forte, déjà, donc là le mot marque, qui permet de localiser et d'identifier quelque chose. Avec des couleurs simples, vous avez remarqué. J'ai pris celui de la région, parce qu'évidemment... On fait quelques bons en avant dans les siècles et on arrive à la Renaissance notamment. Ce que vous voyez donc sur la droite, c'est la marque d'imprimeur de Aldmanucce, qui était un célèbre imprimeur vénitien. Ces marques d'imprimeurs sont apparues tout simplement parce que comme l'imprimerie explosait en ce temps-là, il fallait identifier les personnes qui s'occupaient d'imprimer. D'une part parce que ça leur permettait de pouvoir vendre les meilleurs livres. Il fallait identifier ce qui étaient les meilleurs et aussi de retrouver les éditions. Donc là, on a une marque d'un imprimeur italien qui s'apparente aussi, si vous voulez, à une identification de famille, puisqu'ils avaient tendance à se transmettre cette marque, vu que les corporations d'imprimeurs se transmettaient le métier aussi, de génération en génération. Ensuite, petit retour sur les origines du mot. Logo, ça vient de logotype, mais il y a aussi un mot qui s'appelle le logogramme. Le logogramme, c'est... là, on a un phonème en hiéroglyphe, qui est la traduction phonétique de A, tout simplement. A, de l'alphabet A. Mais c'est aussi ces petits signes qu'on connaît tous, notamment le arrobas, ou, alors on n'appelle pas ça le et commercial, l'esperluette, c'est mieux, c'est plus sympa, c'est plus joli. C'est la traduction, si vous voulez, dans un signe spécifique d'un mot. Donc on a déjà, à travers l'étymologie, quelque chose qui permet de traduire une idée plus générale à travers un signe assez simple. On a le monogramme. Donc le monogramme, c'est une sorte de signature qui combine de manière assez simple aussi les initiales d'artistes au début. Donc là, on a Albrecht Dürer et Gustav Klimt, entre autres. Donc c'est vraiment deux périodes différentes. On en connaît un ici, dans la région, qui est très célèbre, qui est né à Albi, qui est Henri de Toulouse-Lautrec. Donc qui signait HTL sous forme d'un monogramme assez japonisant d'ailleurs, parce que les monogrammes issus des idéogrammes asiatiques, de manière signée en rouge,
sous forme d'un tampon, d'un sceau. On faisait ça en bas des documents officiels ou même des posters. D'ailleurs, au musée d'Albi, on retrouve le monogramme sur énormément des documents produits. Alors je dis documents à dessin parce qu'ils produisaient beaucoup de posters, des affiches et évidemment pas mal de croquis qui étaient toujours signés du monogramme de l'artiste, notamment Henri Toulouse-Lautrec. Là, on entre véritablement dans ce qu'on appelle la marque commerciale. Donc on est au début de la révolution industrielle, c'est là que les entreprises vont devoir se doter d'une identification claire pour vendre leurs produits et pour être reconnaissables. On est à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, et la première marque commerciale déposée et reconnue en tant que telle avec un logo abstrait. Donc on a le nom Bass avec ce fameux triangle rouge, qui est une brasserie qui faisait de la bière, que l'on retrouve d'ailleurs, par exemple, sur un des célèbres tableaux d'Édouard Manet, en bas. Donc la première identification claire d'une marque à travers un signe abstrait. Donc là, Bass, je le remets rapidement. Voilà. Et il faut savoir qu'il a très légèrement changé. La typographie en bas s'est mécanisée, elle s'est simplifiée, c'est plus une signature faite à la main, mais le signe que l'on trouve au-dessus, le fameux triangle rouge, est toujours le même depuis ce temps-là. Donc il n'a pas changé. Montrer un peu la pérennité de l'entreprise. On arrive au début du XXe siècle, donc vers les années 1905-1907, avec en Allemagne Peter Behrens, qui est chargé par les industries AEG. Alors je vous donne exactement la traduction de AEG, je ne parle pas allemand, donc désolé. Qui veut dire Allgemeine Elektricitat Gesellschaft. Alors, ne me demandez pas de traduire. En gros, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de General Electric aux États-Unis. On peut dire l'équivalent un peu d'une combinaison entre EDF et une grosse industrie d'innovation en France. Peter Behrens, qui est architecte de formation, est mandaté par les industries, par l'entreprise AEG, pour s'occuper de la direction artistique globale de la marque. Donc, il renouvelle le logo, qui est resté très longtemps celui-ci, ces fameux hexagones, et il va s'occuper pour la première fois dans l'histoire du design de toutes les déclinaisons, que ce soit du packaging, en passant par la communication visuelle sous forme tout simplement de posters, de cartes, de publicités, mais aussi évidemment de designer les produits, voire même jusqu'à faire l'architecture, faire les élévations, les architectures des locaux de AEG, qui sont encore d'ailleurs toujours debout, mais qui sont passés, dont l'industrie a déménagé. Les locaux, je ne sais plus à quoi ils servent, mais en tout cas ils sont encore vivants. Évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu, on ne peut pas éluder le Bauhaus, donc, qui est une école qui a été créée dans les années 30, notamment par Walter Gropius, donc une école d'art et de design, pour combiner justement la fonction artistique et la fonction technique, afin justement d'éviter que la partie artistique ne soit qu'un coup de peinture, mais ait une réelle influence sur le produit et directement intégré aux matériaux utilisés. Donc ça vaut dans le design d'objets, ça vaut dans l'architecture beaucoup. Par exemple, Ludwig Mies van der Rohe, qui était issu du Bauhaus, qui a ensuite émigré aux États-Unis suite à la Seconde Guerre mondiale. On retrouve ensuite beaucoup d'enseignants et d'élèves du Bauhaus qui, à cause donc de la fermeture de l'école par les nazis, ont émigré un peu partout dans le monde et ont justement propagé ce savoir-faire, cette volonté de générer un design cohérent en fonction du produit et du projet. On n'est plus dans l'art, on passe réellement dans les arts appliqués, concrètement. Donc là, c'est le début et véritablement de ces métiers des arts appliqués, de ces métiers du design tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que le designer est directement impliqué, ou en tout cas doit être directement impliqué dans le processus de conception et de création de l'objet, que ce soit un objet de communication ou que ce soit un objet produit de manière industrielle comme une chaise par exemple.
Donc là, on a la photo du Bauhaus à Dessau. Il faut savoir qu'il a déménagé le Bauhaus 3 fois, à cause évidemment, encore une fois, du Parti national-socialiste, qui évidemment voulait prendre de plus en plus de contrôle sur cette école qui était novatrice. Donc elle a commencé à Dessau, elle a déménagé à Weimar, et ensuite s'est retrouvée à Berlin, et ensuite à Fermi. Alors, je voulais faire un petit retour sur le mot brand. On parle beaucoup de branding. Brand, c'est la traduction donc du mot marque en français, en anglais, pardon. Il faut savoir que brand, ça vient de brandon, qui est un mot français. Donc, on repart vers le français. On fait anglais, français. Et un brandon, c'était ces fers qui permettaient de marquer le bétail. Et donc, on est déjà dans le début de l'étymologie du mot marque, le marquage des produits, le marquage de tout type qui permet de systèmes qui se trouvent être vendus par la suite, et surtout le marquage des esprits. Parce que le branding, aujourd'hui, c'est quoi? Quand on parle de branding, par exemple, pour une célèbre marque de téléphonie et d'informatique que je ne citerai pas, c'est inscrire dans les esprits ce que représente la marque à vos yeux, pourquoi vous vous inscrivez dans cette marque-là, qu'est-ce qui fait que vous aimez cette marque, et donc qu'est-ce qui fera que vous achetez le produit, tout simplement. Parce que la marque est cool, parce qu'elle représente un style de vie, une tendance, une technologie, bref, j'en passe. Vous voyez à peu près de quoi je parle. On peut vraiment dire ça. Je vais citer la marque pour que tout le monde soit clair. On parle d'Apple en termes de branding quand il s'agit de dire que c'est une marque à la mode, qui représente un style de vie d'aujourd'hui, qui est le fer de lance, soi-disant, de la technologie, etc. C'est évident qu'il y a du vrai là-dedans, mais c'est aussi une manière d'inscrire une philosophie de marque là-dedans. Et c'est ça qui est important à travers le logo, puisque le logo est un des outils, si ce n'est le premier, pour définir l'univers d'une marque. Alors, c'est quoi finalement un logo? Alors on a commencé un petit peu à le définir. Donc le logo, c'est une contraction de logotype. Il est intéressant de savoir que dans le langage courant, ce qu'on appelle un logo, c'est souvent le signe. Par exemple, quand je vous dis c'est quoi le logo de Renault, tout le monde va me dire le losange, en règle générale. C'est pas pour tout le monde, mais on va me dire le losange. C'est quoi le logo d'Apple? C'est la pomme. C'est quoi le... Bref, ça, ce n'est pas directement le logo, mais plutôt le signe. Alors le signe peut se traduire de différentes manières. Sous forme d'un symbole, par exemple, sous forme, on l'a vu, de forme géométrique, etc., etc. Ce qu'on appelle réellement le logotype dans l'étymologie même du terme, c'est l'écriture typographique qui permet d'identifier la marque. Par exemple, pour Renault, je reviens sur cet exemple-là, l'écriture typographique spécifique à Renault, qui a changé au fil des ans, on va le voir, c'est le logotype. De manière courante aujourd'hui, on appelle un logotype à la fois le signe plus l'écriture qu'on trouve en dessous, la typographie, ou le signe seul, ou la typographie toute seule. Par exemple, Panasonic ou Sony n'ont qu'une typographie, ce sont des logotypes. Nike, qui aujourd'hui est identifiable directement sans son nom, on appelle ça aussi un logotype, le fameux swoosh de Nike qu'on va voir aussi. Bonne introduction. Bien joué. Donc, en deuxième partie, on va voir tout un tas de petites anecdotes qui me paraissent intéressantes, parce que le logo, c'est quelque chose de vivant, parce qu'il vit à travers les personnes qui le dessinent, qui le conçoivent. La personne que vous voyez à votre gauche s'appelle Caroline Davidson, qui est une graphiste américaine, qui dans les années 70 était étudiante, et il faut savoir que Phil Knight, le créateur de la marque Nike, qui s'appelait pas Nike à l'époque, qui s'appelait Blue Ribbon, donc ruban bleu. Pour arrondir ses fins de mois, étant donné que la marque n'avait pas encore émergé, donnait des cours du soir de comptabilité dans la même université que Caroline Davidson. Il était en phase de conception de la future marque qu'on connaît tous, Nike. Normalement on dit Nike, ou Nike, désolé pour le mot, mais ça vient de Athéna, la déesse
au casque ailé. Le swoosh vient du casque ailé, pour information. Caroline Davidson propose ses services à Phil Knight et elle lui dit voilà, c'est $2 de l'heure pour concevoir votre futur logotype. Au final, le logo sera vendu $35, et je dis $35 seulement, au vu évidemment de la réussite historique de cette marque qui a généré plusieurs milliards de dollars de revenus à son créateur. Mais l'histoire a une conclusion assez sympathique qui est pas du tout connue et qui mérite justement qu'on en parle. C'est que Caroline Davidson a par la suite été directrice artistique pendant très longtemps, jusqu'en 91, de la marque Nike. Donc développement justement de l'identité visuelle, déclinaison sur tout type de support, jusqu'au moment où elle n'a pas eu les moyens de travailler toute seule, donc il a fallu que l'équipe s'enrichisse. Elle a reçu de la part de Phil Knight, du PDG du groupe, une bague en or et en diamant. Ça me fait rire, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu chevaleresque. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est une enveloppe avec des actions dont le montant n'est pas connu, mais dont on imagine qui rembourse allègrement le travail effectué par cette grande graphiste, puisqu'aujourd'hui c'est un signe, c'est un logo que l'on connaît tous, même sans le nom. Imaginez bien qu'il y a très peu de marques qui peuvent se prévaloir de n'avoir qu'un signe sans le nom et d'être reconnues dans le monde entier. On en connaît quelques-unes, Apple encore une fois, on y revient, mais Shell aussi, fameux coquillage rouge et jaune, et on en connaît d'autres. Alors là, on passe à toute autre chose. Vous connaissez tous ce signe qui, dans l'imaginaire collectif, représente le fameux Peace and Love, des manifestations contre la guerre du Vietnam notamment. Il faut savoir que ce signe a été créé pour des manifestations contre la guerre nucléaire, pour le désarmement nucléaire. L'organisation qui mettait en place ces manifestations s'appelait le CND. Le NED, donc c'est NED, c'est Nuclear Disarmament. Le créateur de ce symbole aujourd'hui, de ce signe, s'appelle donc Gerald Holtom, qui est anglais, a combiné deux sémaphores dans le langage marin ou le langage militaire, du N, donc en faisant un angle droit avec ses deux mains, et du D en levant donc la main au-dessus de sa tête. Et on reconnaît dans le cercle la combinaison de ce sémaphore. Donc c'est-à-dire qu'on ne connaît pas toujours l'origine de ce signe-là. Alors après, il a plein d'explications aussi bizarres que variées, notamment certaines personnes y voient une croix chrétienne cassée et donc un signe du démon. Bref, je vous laisse deviser sur les interprétations diverses et variées que l'on peut faire de ces signes-là. À l'origine, c'est ça, expliqué par le créateur lui-même. Je pense qu'on peut en être sûr. Donc en 58. Le logo Chupa Chups a été créé par Dali. Donc la marque Chupa Chups est une marque espagnole, alors plus précisément catalane. C'est pour ça qu'on retrouve les couleurs de la Catalogne, le rouge et le jaune. Et voilà, c'est pas une couleur, c'est pas une marque lançoise. À l'origine, la marque s'appelait Gol, G-O-L, parce que les petites sucettes ressemblaient à un ballon. Le créateur de la marque et donc de cette friandise-là trouvait ça un petit peu léger comme nom. Il a fait appel à une agence pour créer le fameux nom qui s'appelle Chupa Chups, qui, dans l'explication de cette agence, sera le bruit que l'on fait lorsque on déguste cette friandise. Il a fait appel donc ensuite à Dali pour dessiner ce logo qui est donc depuis 69 est exactement le même. Il n'a pas changé à part l'ajout du petit cerclage or que l'on retrouve autour. Alors les couleurs des Jeux Olympiques, pendant très longtemps, moi je pensais que c'était la signification, vous savez, des 5 continents. L'Océanie, l'Afrique, etc., etc. Or, du créateur lui-même du drapeau olympique, donc le baron Pierre de Coubertin, qui a remis les Jeux Olympiques au bout du jour, au tout début du XXe siècle, explique que c'est absolument pas ça. C'est que les 5 couleurs
des anneaux olympiques plus le blanc, puisque les anneaux olympiques se trouvent toujours sur fond blanc, sont toutes les couleurs que l'on peut au moins trouver sur tous les drapeaux du monde. Donc, normalement, le blanc, le bleu, le noir, le rouge, le jaune et le vert sont des couleurs que l'on peut retrouver au moins une fois sur n'importe quel drapeau de tous les pays du monde. Et absolument pas des origines par rapport à des continents, puisqu'évidemment il y avait des polémiques du style l'Asie c'est jaune, etc. etc. Et une connotation raciste pour certains qui a été évacuée dans l'explication originelle, donc qui date du tout début du XXe siècle. Ce n'est pas une explication à rebours, hein. Une explication d'origine, c'est ça. Donc là on touche aussi au cœur d'une marque extrêmement connue, et même de deux marques extrêmement connues, donc Adidas et Puma, donc encore des marques de sport. Ce sont des marques qui ont été créées en 1948 par les frères Dassler, Adolf Dassler et Rudolf Dassler. Donc déjà, on va comprendre que le mot Adidas vient de là, vient de Adi, la contraction de Adolf, et de la première syllabe de Dassler, Das, Adidas. On avait le nom de la marque Adidas. Son frère, Rudolf, a créé la marque Puma, en parallèle. Alors pourquoi ? Parce que Adidas a été créé par deux frères qui, disons, pendant la Seconde Guerre mondiale, se trouvaient des nazis notoires. L'un a dénoncé l'autre à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ils se sont embrouillés. La firme familiale, à l'origine, a déménagé de chaque côté de la rivière de la ville d'origine pour créer d'un côté Adidas et de l'autre côté Puma. Donc voilà l'explication de l'origine de ces marques qui sont inextricablement associées, que ce soit dans le milieu sportif et surtout dans leurs origines. Donc là, on a un logo qu'on connaît tous parce que on a vu des t-shirts, on a vu des autocollants, on a vu plein de choses avec ce logotype qui a été créé donc par Milton Glaser au tout début des années 70, en 71, pour redynamiser le tourisme à New York. Il fallait savoir que dans les années 70, la ville de New York n'était pas très connue pour son côté touristique, considérée comme une ville chère, une ville violente, une ville sale, donc il fallait faire quelque chose. La mairie de New York a mandaté Milton Glaser, qui était déjà un artiste et un graphiste confirmé, pour générer un logo afin de faire la promotion touristique dans le monde entier de la ville de New York. Il raconte qu'il a eu l'idée, dans un taxi, en se baladant justement dans sa ville, donc dans New York, de remplacer le mot love par un cœur, et qui est devenu ce fameux I Love New York. Il faut savoir que c'est un des logos les plus copiés, les plus détournés au monde. I Love Paris, I Love Toulouse, I Love machin, I Love truc. Pour la Saint-Patrick, par exemple, il le détourne volontairement en remplaçant le love par un trèfle, le cœur par un trèfle, et afin de continuer cette communication autour de la ville de New York et de son tourisme. Il faut savoir que Milton Glaser pensait que la campagne ne durerait que quelques semaines, et il a cédé l'intégralité des droits d'auteur à la ville de New York. La campagne n'a pas duré que quelques semaines, elle dure encore. Depuis aujourd'hui plus de 40 ans. Exactement. Dommage pour ça. CBS. Alors CBS c'est une grande chaîne de télévision américaine qui existe encore aujourd'hui. Le logotype que l'on voit ici a été créé par William Golden, un célèbre directeur artistique. Et il explique donc qu'il aurait eu l'idée de ce fameux logo en se baladant dans le Connecticut et en regardant les signes qui étaient tracés sur les frontons des granges par les Shakers. Et les Shakers, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent des Amish ou des Quakers aux États-Unis. Et ces fameux symboles, qu'on appelle le X-symbole, H-E-X symbole, une sorte d'œil de cercle avec une étoile à l'intérieur. Donc je pense qu'à mon avis, il n'y avait pas non plus toutes ces fonctions actives à fond lorsqu'il a généré ce logo, mais en tout cas l'anecdote est intéressante puisque aujourd'hui la télévision est une sorte de religion pour certains,
Et l'affiliation est intéressante pour ça. D'autant plus que c'est devenu un œil et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ce logo a un nom, on appelle The Eye. C'est rarissime de donner un nom au logo, vous savez, le swoosh de Nike. Et les Américains connaissent ce logo, tous le connaissent sous le nom de The Eye, l'œil. Un peu penser à Big Brother quand même. Pareil, c'est intéressant. Donc voilà. Donc William Golden. Alors le logo NASA, alors c'est pas le logo actuel, c'était le logo de la NASA qui était actif entre 75 et 92. C'est un logo très célèbre pour sa simplicité et sa qualité visuelle qu'on a trouvé sur énormément donc, de missions et de fusées. En 92, il laisse place à un autre logo qu'on appelle The Meatball, une espèce de cercle rouge avec marqué NASA, de cercle bleu avec marqué NASA à l'intérieur. Il faut savoir aussi que ce logo a un nom qui s'appelle The Worm, donc voilà, le ver de terre, le ver, par rapport évidemment au dessin en lui-même. Tout récemment, une association à but non lucratif, un collectif, un consortium à but non lucratif, qui s'appelle Inspiration Mars, qui veut mettre en place une mission habitée sur Mars pour 2018, aurait repris pour partie le système graphique que l'on trouvait dans le logo de la NASA jusqu'en 92. On a une seule image qui permet éventuellement de le prouver, ce sont donc l'image de ce vaisseau spatial qui transiterait jusqu'à Mars, et on voit clairement la reprise assez forte du système graphique du logo de la NASA qui a été actif jusqu'en 92. Au-delà de ça, ça reste à l'état de rumeur. Il faut savoir que la page Wikipédia quand même a exactement ce logo sous d'autres couleurs, gris et jaune, mais sous la même forme. Donc est-ce que c'est le vrai logo ou est-ce que c'est de la communication pour faire parler? On le saura à mon avis dans quelques mois, en 2018. CNN, on est encore autour d'une chaîne de télévision. Donc CNN qui est la première grande chaîne de télévision d'information 24 heures sur 24, apparue dans les années 80, sous l'impulsion de Ted Turner. Donc Ted Turner, grand mania de la télévision américaine, a mandaté donc son service de communication qui mettait en place le plateau, le système qui allait servir à communiquer autour de la chaîne, 48 heures pour faire un logo. Imaginez 48 heures, c'est pas énorme pour un logo qui est encore actif aujourd'hui tel quel et qui n'a pas du tout changé. Ils expliquent donc, les deux créateurs du logo, que c'était une véritable course contre la montre, qu'ils ont réussi à concevoir ce fameux monogramme, pour le coup, avec à l'intérieur le câble, ce câblage qui passe de la communication, de l'information, en 48 heures. Ils demandaient 5 000 $ pour ce logo. Apparemment ça a énormément râlé en haut lieu et ils ont eu 2400 $, ce qui est encore une fois très peu pour un des logos les plus visionnés au monde. Pour information, c'est le cas de le dire, c'est CNN qui a eu l'idée, une des premières chaînes qui a eu l'idée en premier de mettre le logo en tout petit en haut, donc lors des diffusions de ces informations, pour qu'il soit permanent et imprimé par toutes les personnes qui regardaient cette chaîne. Aujourd'hui, elle a énormément de concurrents, on en connaît quelques-unes, donc France 24 par exemple, et d'autres qui essayent de mettre en place des systèmes graphiques aussi cohérents, aussi forts, pour avoir un impact maximal, évidemment, puisque l'information, c'est le moteur aujourd'hui, en tout cas du pouvoir. On passe à la troisième partie. Donc la troisième partie va relater l'évolution dans l'histoire de marques qu'on connaît tous. Donc j'ai fait exprès de prendre des grandes marques plutôt françaises, pas toutes vous allez voir, pour vous montrer qu'un logo ça n'est pas figé dans le temps. Pour la plupart ils ont changé en fonction des personnes qui dirigeaient ces firmes, en fonction aussi évidemment de ce qu'ils produisaient, et aussi en fonction d'une redynamisation de la marque de ces firmes-là pour mettre en place une autre dynamique de vente et de mise en avant
de l'entreprise. Donc là, on a Renault. Alors, le tout premier, apparu en 1900, est un monogramme qui reprend les 3 initiales des frères Renault, donc René, Robert et Marcel. Donc on a le R et le N dessinés par les 2 branches du R. On évolue au fur et à mesure. Vous remarquez que le deuxième logo représente un tracteur, qui était le cœur de métier de la marque Renault au début du XXe siècle. Ensuite, on a la Première Guerre mondiale. Renault, produisant des chars pour l'armée française, a changé volontairement par patriotisme, évidemment, son logotype en un char d'assaut qui était produit à l'époque. Ensuite, l'évolution est progressive et s'adapte au calandre des nouveaux modèles de voitures. On remarque que la première couleur qui apparaît en jaune est en 1946, puisque Renault est nationalisé et devient donc la marque de toutes les entreprises publiques, notamment de la Poste. Le lien n'est pas direct, mais en tout cas, tout le monde connaît les 4L jaunes qu'on peut voir dans des vieux films, etc., et qui sont issus directement de la couleur jaune de Renault. En 1972, la marque est redynamisée. On attribue ce logo à Victor Vasarely, donc un célèbre artiste cinétique franco-hongrois. Or, ce n'est pas directement Victor Vasarely, mais son fils, Yves Vasarely, qui était artiste et graphiste, qui a designé ce nouveau logo. Selon ses explications, il représenterait les traces, le marquage des pneus d'une voiture et d'un camion, pour générer ce fameux diamant qui est la continuité de ce qu'on a avant. Ensuite, il est modernisé pour en arriver en 2007 avec la récupération de la couleur jaune, par esprit d'identification, puisqu'on a le rouge de Citroën et le bleu de Peugeot. Il fallait redynamiser la marque, la remettre en avant, récupération du jaune, simplification du diamant, en sachant aussi que la typographie a été un petit peu liftée pour correspondre au style contemporain. On revient à Apple. Ce que vous voyez en 1976 est le premier logo de la marque, créé par Steve Jobs et Steve Wozniak, qui est donc la reprise d'une gravure de Newton. Donc, vous savez, cette fameuse légende comme quoi Newton aurait eu l'idée de la théorie de l'attraction terrestre en somnolant sous un pommier et en se prenant une pomme sur la figure. Donc déjà, c'est une légende, ça. Et pour signifier l'esprit d'innovation et d'avant-gardisme. Vous avez remarqué qu'il n'a pas duré très longtemps. On comprend pourquoi. Trop compliqué, difficilement lisible, peut-être un peu vieillot quand même. En 1977, la nouvelle pomme, celle qu'on connaît aujourd'hui, est générée avec ces fameuses couleurs psychédéliques, volonté même de Steve Jobs afin de donner un petit côté moderne, et surtout parce que les écrans passaient à la couleur sur l'informatique. Fini le bleu, les fonds bleus et les écritures blanches, ou les fonds noirs, et les fonds blancs et les écritures noires. Donc voilà. Ensuite, il est lifté au fur et à mesure. Je vous ai évité tous les petits liftings, vous savez, où on met des reflets, des machins et des trucs, pour arriver à celui qui est actuel, gris, totalement dans la thématique minimaliste que l'on retrouve dans les productions de la firme. Nokia. Alors, j'en avais déjà parlé, en tout cas à mes étudiants, elle a fait beaucoup rire, puisque le tout premier logo est une espèce de poisson. Nokia, pourquoi Nokia tout simplement? Déjà, pourquoi le mot Nokia? Alors, c'est pas un acronyme ni rien. Nokia, c'est le nom d'une région en Finlande où a été créée l'entreprise. C'est le nom d'une sorte de belette. Donc, ils ont pris le nom donc, de la région où a émergé cette fameuse marque de téléphonie aujourd'hui. Et à l'origine, et c'est là où on va voir que le logo évolue par rapport à ce qu'on produit, l'entreprise Nokia produisait de la pâte de bois pour l'industrie du papier. Et était installée à côté d'une rivière, puisque l'industrie du papier a beaucoup besoin d'eau. Et donc le premier logo généré était une sorte
saumon, de gardons qu'on peut trouver dans les rivières du coin. Donc voilà, au fur et à mesure il évolue. On peut noter qu'en 90, ce système de trident représente, selon toujours les explications de la firme, les petites puces qu'on trouvait dans les téléphones de l'époque pour communiquer à travers le monde. Alors il a très très vite changé puisqu'il a duré même pas un an. Ils ont très vite enlevé cette espèce de truc un peu bizarre qu'on trouve en haut du logo pour avoir le logo actuel, donc qui est une typographie claire et épurée avec une seule couleur. La SNCF, donc on revient à une marque française. Donc on a le tout premier logo apparu en 1937 qui est une combinaison donc, de toutes les lettres de la marque en question. En 1947, au sortir de la guerre, il fallait ressouder tout le monde, esprit patriotique, oublier ce qui s'était passé entre guillemets pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a mis la carte de la France en support pour justement redynamiser l'esprit d'entreprise et surtout de l'origine de la marque. Ensuite, le logo évolue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il y a à retenir, c'est surtout sur le dernier logo, le logo actuel, qui a été designé par Carré Noir, une célèbre agence de branding parisienne, qui a inventé la couleur qui s'appelle le carmillon, qui est en fait une combinaison de carmin et vermillon sous forme de dégradé. Ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, tout simplement parce que c'est vrai que bon, ça paraît clair que c'est un dégradé, et en général un dégradé c'est pas une couleur en soi, c'est une combinaison de couleurs. Donc bref, c'est assez intéressant de voir qu'à chaque fois, chaque création, surtout de manière très contemporaine, dès qu'une identité visuelle sort, dès qu'un logo connu est modifié, il y a énormément de gens qui discutent autour de ça, ce qui est plutôt intéressant parce que ça permet de faire vivre les explications de la création des identités de marque et de mettre en avant les personnes qui sont les créatifs. Alors aussi autour de la forme SNCF, enfin autour de la forme du logo, certains y voient un symbole d'aérodynamisme et d'autres la forme tout simplement de l'avant d'un TGV. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Ou un truc abstrait aussi, il y en a qui disent c'est abstrait. Oui, évidemment c'est abstrait, c'est forme géométrique, merci. La Poste, on reste en France. Encore un monogramme, vous voyez, qui évolue au fur et à mesure sans grand intérêt, si vous voulez. C'est communication institutionnelle, pas besoin d'en faire des tonnes. En 1960, le logo change pour ce fameux oiseau bleu qui restera jusqu'à aujourd'hui. Qui aura subi un petit lifting. Vous avez vu en 78, on enlève l'aile du dessus et on la profile. Et aujourd'hui, on connaît à l'entrée de toutes nos postes chéris cette petite pastille qui permet de passer le temps. Air France. Alors ce qui est intéressant, c'est pas de regarder directement la typographie, vous voyez elle évolue, bref, c'est pas super intéressant. C'est juste que au début, vous savez, cette fameuse crevette, alors elle est appelée dans le milieu la crevette, donc c'est Pégase, c'est une traduction d'une chimère qui s'appelle Pégase, était le signe phare de la marque au tout début de la création. Donc elle n'a pas été créée en 1960, la marque Air France, mais c'était à partir de ce moment-là que la communication a commencé à être réellement effective. Cette crevette était très mise en avant. Après, elle a perdu beaucoup de son influence. D'ailleurs, peu de monde savent qu'elle existe encore. Or, elle existe encore, on la voit sur les carlingues des avions, notamment sur les réacteurs en petit. Et elle a été redesignée de manière assez intéressante, à la manière d'un coup de stylo, assez enlevé. Elle est encore et restera maintenant qu'un support accessoire de communication. Mais il est intéressant de constater que la modification a été générale et ils n'ont pas oublié en chemin l'histoire de la marque qui fait justement tout son poids dans sa communication. On peut noter aussi, pour ceux qui connaissent le logo British Airways, une similitude assez forte entre les couleurs et ce fameux ruban très simple, synonyme de qualité. Il y a eu encore pas mal de débats là-dessus d'ailleurs.
Alors là, on passe à une marque américaine, Microsoft, et notamment le logiciel Windows, le système d'exploitation installé sur de nombreuses machines. Vous notez la similitude. J'ai volontairement éludé tous les logos qu'on trouve entre 85 et 2012, qui sont, vous savez, ces logos colorés, multicolores, de fenêtres qui bougent dans tous les sens. J'épargne vos yeux. Pour mettre celui de 85, qui est le point de départ donc, de Windows 1.0, et le tout dernier, Windows 8, designé par Paul Asher, une très très grande designeuse graphique, pour la société Pentagram, une agence de branding new-yorkaise célèbre justement pour de nombreuses identités visuelles. On peut noter quand même la similitude, le retour historique. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est une remise en question ou est-ce que c'est une affirmation justement de l'histoire de l'entreprise? Beaucoup de débats là-dessus et pas de réponse directe de la marque Microsoft, vous vous en doutez. Quatrième partie, là on passe à un petit retour sur les principaux créateurs et les principales créatrices, on va en voir, de célèbres logos que l'on a vus ou que l'on verra, notamment Paul Rand, donc designer graphique américain, qui a designé entre autres le logo IBM, qui est encore d'actualité puisque c'est exactement celui-là, le logo UPS qui a été il y a quelques années redesigné, mais qui est pendant plus de 40 ans qui est resté celui-ci. Le logo Ford que vous voyez n'a jamais été utilisé et fait partie donc d'une demande qui a été faite donc par la célèbre firme automobile à Paul Rand, qui a produit donc ce logo assez fort, assez simple, assez qualitatif, mais qui a été refusé au profit donc de la signature qu'on connaît toujours sur les calandres des voitures de la firme américaine. Jean Widmer, qui est un graphiste suisse, qui a notamment été l'architecte, entre guillemets, du logo du Centre Pompidou, toujours d'actualité aussi d'ailleurs, du musée d'Orsay, toujours d'actualité, des logos qui ont 30 ans. Imaginez la pérennité, la qualité pour designer un logo qui a 30 ans d'existence encore aujourd'hui et qui ne paraît pas désuet. Le logo massif qui a très récemment changé, il y a 5-6 ans, pour avoir, vous savez, cette couleur donc grise et verte autour d'un cercle, enfin, un cercle gris, voilà, avec un cercle vert à l'intérieur. Donc il est resté pendant très longtemps celui-là. En gros, ils ont repris le C pour mettre dans un carré bleu. C'est pas Jean Widmer qui l'a fait. Le logo, celui-là, oui. Raymond Louis, d'origine française, naturalisé américain, donc qui est un graphiste du début et milieu du XXe siècle, qui a révolutionné le design d'objets, notamment l'aérodynamisme des voitures américaines. On lui doit la Studebaker par exemple, célèbre voiture assez légendaire qu'on trouve dans beaucoup de films américains, et beaucoup de locomotives aussi. Et c'était aussi un très grand designer graphique de logos qu'on connaît tous. British Petroleum, qui a très récemment changé sous cette fleur écologique. Prenez la boutade. Logo Shell, qui n'a pas changé, sauf qu'on a enlevé la typographie Shell, plus besoin de ça pour identifier les stations-service en question. Pour les fumeurs, Lucky Strike, qui a très récemment modifié les couleurs. Les supermarchés, les Super Spar, et la marque Lu, qui a été modifiée, mais dont on a conservé l'esprit avec cette typographie très allongée et cette couleur rouge parfaitement identifiable sur les paquets de biscuits. Lyndon Leader donc est connu surtout pour le logo FedEx, où l'on peut découvrir la petite flèche en contreforme, en image cachée, qui a reçu de nombreux prix, plus d'une trentaine de prix pour avoir fait un des plus célèbres logos de sociétés de distribution postale à travers le monde. Il est resté exactement le même, il n'a pas changé encore une fois depuis 30 ans. Le logo qui a été designé en 1980. FedEx, ça veut dire Federal Express. Saul Bass, qui est connu pour avoir fait de nombreux génériques de films, notamment pour Alfred Hitchcock,
qui était aussi un célèbre designer graphique, qui a fait donc des identités, donc, notamment d'une firme de transport aérien, donc de deux firmes de transport aérien, United Airlines et Continental Airlines, donc, qui ont disparu, qui ont fait faillite ou qui ont fusionné, de Minolta, qui est encore le même, même s'il a fusionné avec Konica. Konica Minolta, c'est toujours le même signe, et de Kleenex, qui, à ma connaissance, n'a pas encore changé, à part avoir pris sa petite couleur bleue. Un Français, Philippe Appelois, toujours en activité, qui est très connu pour avoir travaillé beaucoup pour le secteur institutionnel, notamment le logo du Petit Palais, du Palais de la Découverte, des musées de France, le logo carré avec le M au milieu, de Culture France et du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il est très influent justement dans le milieu institutionnel pour avoir cette force et cet esprit d'à propos pour designer des signalétiques et autres affiches en rapport avec la culture, notamment aussi l'univers du théâtre. Toujours en activité. Ruth Kedar, qui est une artiste designer graphique, qui a designé le logo le plus vu au monde aujourd'hui, plus de le portail Google est celui le plus utilisé. On utilise pratiquement tous au moins une boîte mail, au moins un service de Google, voire même Android, pour ceux qui ont des téléphones mobiles qui fonctionnent sous ce système-là. Ce logo est designé par une artiste designer graphique, donc Ruth Kedar, qui est d'origine brésilienne, qui est toujours brésilienne, et qui a fait ses études en Israël, est partie à New York pour terminer ses études, a rencontré les deux créateurs de Google à l'université, a designé leur logo avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Wim Cruwel, célèbre designer graphique hollandais cette fois-ci, donc vous voyez, c'est très international. Il y en a beaucoup d'Européens, mais il y a aussi beaucoup d'Américains, c'est normal, puisque, comme je vous avais dit, suite à la fermeture du Bauhaus, énormément d'enseignants et d'élèves ont propagé le savoir-faire et la culture du style, ce qu'on avait appelé international, et beaucoup de ces enseignants et de ces élèves se sont retrouvés aux États-Unis. Donc Wim Cruwel, qui porte justement ce fameux style international, qui a créé dans les années 70 une firme qui s'appelle Total Design, qui a énormément œuvré pour le design d'identité visuelle institutionnelle ou pour des grandes marques. Alors ce sont des marques hollandaises, j'ai mis la plus connue qui s'appelle Randstad, donc qui est célèbre marque de travail temporaire, qui existe encore aujourd'hui sous cette forme-là. Stefan Sagmeister, qui est autrichien, immigré aux États-Unis, qui aujourd'hui travaille dans son studio qui s'appelle Sagmeister & Vlech, avec donc deux directeurs artistiques, enfin une directrice artistique, un directeur artistique, qui est connu notamment pour avoir designé donc en 2008 le logo de la Casa da Música, qui est une institution au Portugal, qui est l'Institut de la musique, qui est un logo évolutif, qui est un logo mouvant en fonction des événements. Le concept a très très bien marché et a même été repris par de nombreux designers pour d'autres identités visuelles. On ne peut pas parler de plagiat à ce niveau-là, mais en tout cas il a été un des premiers à arriver à proposer une identité à la fois forte et évolutive. Grappus, donc là on repart un petit peu en arrière. Grappus, ce sont trois designers graphiques, avec un quatrième qui est arrivé un peu plus tard, dont Pierre Bernard, le plus connu d'entre eux, qui se sont associés en 1968, qui faisaient pour les manifestations de mai 68 déjà des affiches, en forme de sérigraphie par exemple, se sont associés pour créer un atelier qui s'appelait Grappus, et qui est considéré aujourd'hui comme un très grand mouvement, et un mouvement important du design graphique français. Et on les connaît notamment pour avoir dessiné le logo du Secours populaire français, qui est aujourd'hui exactement le même. Ils ont biffé la petite signature Grappus, ce qui me paraît dommage à mon goût, mais elle n'existe pas, le logo n'existe plus avec leur petite signature qu'on peut voir sous la main. Paul Hacher,
Donc, designeuse graphique toujours en activité, qui travaille pour Pentagram, très grande société de branding dont je vous avais parlé un petit peu avant à New York. Elle est connue pour avoir beaucoup travaillé pour le secteur institutionnel américain, notamment c'est elle qui a fait le logo du MoMA, donc du Museum of Modern Art de New York, du Metropolitan Opera et le logo de la Citibank, qui est toujours le même encore aujourd'hui. Les trois sont toujours d'actualité, ils ont à peu près quelque chose comme 20 ans. Sagi Aviv, donc designer graphique israélien qui est parti aux États-Unis pour terminer ses études et qui est rentré dans une firme très célèbre, Geschmar et Shermayeff, qui est connue, cette firme, pour avoir, vous savez, fait le logo mobile, designé le logo mobile donc de la marque de produits pétroliers, bleu avec le rond, avec le haut rouge. Il est considéré aujourd'hui comme un des meilleurs de sa génération. Et d'ailleurs, il est appelé par le New Yorker le prodige du logo, rien que ça. Donc il est né en 71, donc il est très très jeune. Et il est déjà donc, directeur artistique au sein d'une des plus grandes firmes de branding américaines. On le connaît notamment pour avoir designé très récemment, c'est tout récent, 2013, le Harvard University Press, donc le logo de la bibliothèque de Harvard. Et la bibliothèque aussi du Congrès américain, donc Library of Congress. Évidemment, il en a fait plein d'autres, je vous cite que ceux qui sont les plus récents et les plus intéressants pour nous, qui ne sont pas tous américains. On change de pays, donc Otto Eicher, on peut l'appeler Otto Eicher, qui à l'origine est aussi un architecte. Donc là, on est dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale. Otto Eicher a une histoire très particulière puisque il est issu d'une famille anti-nazie extrêmement prononcée et il a été très proche de mouvements de résistance de la Rose Blanche, dont le frère et la sœur qui étaient à l'instigation de ce mouvement de résistance anti-nazi ont été exécutés en 1933, donc au tout début de l'apparition du nazisme. Donc il a dû se cacher, il a été mobilisé de force, il s'est recaché, objecteur de conscience et tout. Il a réussi à arriver jusqu'après la Seconde Guerre mondiale pour devenir l'un des plus grands designers graphiques allemands, pour avoir fait le logo Braun, qui est toujours exactement le même aujourd'hui. Le logotype des Jeux Olympiques de Munich 1972 avec l'abominable catastrophe que l'on connaît, donc la prise d'otage du camp sportif israélien par un groupuscule terroriste qui s'est soldé par la mort de plusieurs dizaines de personnes, donc ça le suit apparemment, et qui a été l'un des premiers à penser de manière globale les chartes graphiques, c'est-à-dire à dire qu'il faut en permanence, pour les très grandes firmes, des directeurs et des directrices artistiques qui tiennent les rênes du design et des déclinaisons, notamment pour la Lufthansa, donc la compagnie aérienne allemande. Parmi les grands, on pourrait encore en citer énormément. J'en ai pris trois que j'apprécie particulièrement pour leurs travaux, notamment Herb Lubalin, graphiste américain, Lance Wyman, qui est connu pour son logo Mexico 68, donc des Jeux Olympiques de Mexico 1968, avec une déclinaison assez fantastique que je vous invite à découvrir si vous avez le temps, en tapant son nom tout simplement sur votre moteur de recherche préféré. Et Alan Fleming, qui est connu pour avoir fait le logo de la Canadian Railway, donc la firme donc, de transport ferroviaire canadien, qui sont donc le CN, donc le Canada Railway, qui est toujours connu, qui est toujours le même aujourd'hui. Et on peut noter quand même une certaine similitude avec des logos qu'on a vus précédemment, notamment le logo NASA et le logo CNN, même s'ils n'ont aucun rapport entre eux. Cinquième et dernière partie, avant de pouvoir vous relâcher et d'aller boire un verre bien mérité. Des plagiats, évidemment, à partir du moment où on parle d'image, on parle d'œuvres, il y a des plagiats. Et je vous en ai trouvé trois qui sont assez intéressants, qui m'ont quand même fait bondir de ma chaise. Notamment, alors celui-là, j'ai découvert très récemment le plagiat du logo Ikea par SNR, qui est une firme
franco-allemande d'ingénierie du roulement, donc qui travaille pour des énormes firmes comme Airbus et compagnie, qui possède un logo qui de prime abord, est exactement le même dans le système graphique que le logo Ikea. Aucune explication à ce jour, aucune revendication de paternalité sur le logo, qui a fait quoi en premier. La seule explication qu'on ait, c'est qu'ils sont extrêmement ressemblants et que la question reste en suspens. HD1, donc, qui est une chaîne française, dont le logo qui est apparu l'année dernière a défrayé la chronique, notamment chez toute la communauté du design graphique, pour sa très forte similitude, on va être gentil, avec la célèbre chaîne américaine HBO. Donc je dis forte similitude, on peut à ce niveau-là, par le simple fait qu'évidemment ce sont deux chaînes de télévision, parler de plagiat. La force du logo de HBO n'est plus à prouver. On a essayé de faire en sorte de trouver quelque chose qui se rapproche de ça. On est tombé, à mon avis, dans la vulgaire copie. Number One Europe 1, donc Europe 1 qui est une radio française, et Number One qui est une radio turque. Voilà. Donc je pense aussi qu'on peut parler de plagiat à ce niveau-là, ne serait-ce que au-delà de la couleur, au-delà de la forme, jusqu'à la typographie, on a exactement le même système, le même nom. Pareil, une levée de bouclier autour de la communauté de design, il y a quelques années, hein, c'était il y a 3-4 ans. Aucune réponse de la part de la radio en question, qui s'en fout complètement de toute façon. Europe 1, bon, se sentent pas super concernés non plus, puisque c'est pas le même secteur, c'est pas le même pays, etc. Mais bon, il est quand même intéressant de noter ça. Je vous en ai réservé un autre, puisqu'on est dans la ville d'Airbus. Voilà, alors je l'ai découvert de manière un peu hasardeuse, puisque je cherchais la signification du signe d'Airbus, que je n'ai pas vraiment trouvé d'ailleurs, encore une affaire de symbole de dynamisme, blablabla. Et j'ai trouvé ce logo, donc Assuransi Sinarmas, qui est une banque assurance indonésienne, qui a d'ailleurs très récemment changé son identité visuelle pour celle-là, celle que vous connaissez. Alors, est-ce qu'on peut, à ce niveau-là, parler de plagiat? Je vais citer Paul Rand, qu'on a vu un petit peu avant, qui disait qu'avec le style suisse international, on rappelle le style suisse et après plus tard le style international, il notait que le travail de minimalisme générait, à son avis, un certain appauvrissement de la recherche, et évidemment, selon lui, on trouverait dans l'avenir des similitudes, de très fortes similitudes entre plusieurs logos. Bon bah, pour le coup, il a touché juste. Si c'est l'explication, si c'est pas un plagiat. Dont je suis absolument pas persuadé. Les logos sont donc encore une fois des choses vivantes, et il y a des images à l'intérieur. C'est des images dans des images. On travaille dans les contreformes, notamment Toblerone, donc la célèbre marque de chocolat suisse, où l'on peut, à travers les ombres du pic qui symbolise le logotype de la marque, découvrir un ours, clairement identifié, puisque ce n'est pas une invention ni rien. On peut aussi noter, et c'est expliqué par la firme comme ça, que le nom Toblerone a été construit autour des lettres B-E-R-N-E, donc la ville de Berne, en Suisse. Carrefour. Alors, pour ceux qui connaissent, tout va bien, vous avez compris le truc. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez bien l'image en contreforme, on découvre un C. Ça marche très bien en plissant légèrement les yeux, c'est comme ça que j'ai appris à découvrir cette petite image cachée. Donc on trouve le C de Carrefour en contreforme entre le rouge et le bleu, plus le blanc, rouge, vive la France. Encore quelques images cachées, il y en a plein. Aujourd'hui, c'est une performance de générer des images cachées à un logo. Ça donne du poids à l'identité visuelle. Amazon, le petit sourire avec la petite flèche. C'est accueil, intéressant. Twins, avec le 2 renversé qui génère un N.
donc deux twins jumeaux, bref. Yoga Australia, où la posture yoga de la madame génère l'île. C'est un petit coucou à un de nos amis qui est parti en Australie il y a quelques jours. Des détournements, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile de diffuser des images intéressantes autour des marques qui peuvent être critiquées, notamment de la part de Lawrence Young, donc un jeune graphiste américain, qui a expliqué que quand il voyait le nouveau logo Pepsi, qui a été designé très récemment, il voyait ça. Donc voilà, un monsieur qui a trop bu de Pepsi, avec le bide énorme. C'est intéressant parce qu'on peut voir comment, sans penser à tout dans l'identité visuelle, aujourd'hui, générer une toute autre signification. Et personnellement, quand je vois ce logo, je ne peux pas m'empêcher de rigoler en voyant ce petit personnage qui a trop bu de Pepsi et qui, quand même, valorise pas, à mon avis, la marque. Hein. Ça a littéralement tué le logo, hein, ça c'est clair. D'autant plus que Pepsi n'a jamais su se positionner clairement face à Coca-Cola. Ils ont énormément changé d'identité visuelle au fur et à mesure des années, contrairement à Coca-Cola qui a gardé depuis plus d'un siècle quasiment la même identité visuelle, donc cette fameuse signature Coca-Cola sur fond rouge. Le LG, un petit truc par an. Pour le coup, là, ça l'a pas tué, ça l'a rendu assez sympathique, le petit Pac-Man. Donc LG, qui veut dire Life's Good. Voilà. Et le futur, c'est vrai que là, on a parlé de logos qui existaient déjà. On retrouve encore des petits jeux de graphistes pour imaginer le futur des logos, notamment dans la tendance actuelle qui vise à extrêmement simplifier les logotypes. Notamment, on trouve celui qui est le plus intéressant, le logo de Starbucks. Pour information, le logo actuel, c'est celui-là. On pourrait parfaitement imaginer qu'à la fin, il n'y ait vraiment plus rien à part une forme verte, un cercle vert. Pareil pour le logo IBM. Logo Microsoft, eh ben, c'était bien prédit, parce qu'on y vient, on y est bientôt. Et le logo Apple, donc la lune rouge, peut-être synonyme d'un Big Brother assez présent aujourd'hui, dont on ne peut pas justement se passer dans beaucoup de discours. Voilà. Ça se termine ici. Je tiens d'abord à vous remercier tous pour être venus. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez découvert des petites choses, que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus. C'était une petite introduction. C'est bon, il est temps d'aller voir un peu. Je remercie surtout mes amis de l'atelier Spark, qui m'ont pas mal aidé, qui m'ont pas mal soutenu. Je remercie surtout la cantine. N'hésitez pas à aller poser des questions à ceux qui gèrent cet espace de coworking et de conférence qui me paraît assez important pour rencontrer des personnes. Et au-delà de ça, je vous souhaite un bon après-midi.